Le retour, we are back. Merci de nous joindre à nous. Donc, dans quelques secondes, on va commencer ensemble. Comme je le disais en préambule, moi, j'ai été un peu sec pour dire qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans la banque digitale en 2021. Et je me suis dit, je vais inviter ceux qui bossent, hein, parce que moi, après tout, je fais que répéter des news. Donc, déjà, Alice, merci de te joindre à nous, donc fondatrice et dirigeante de Ma French Bank. Merci Laurent. Olivier, même chose, merci de te joindre à nous. Donc, toi, tu diriges Finom pour la France, c'est ça ? C'est ça, exactement. Merci de m'avoir invité. Ouais, c'est un plaisir, toujours. En plus, il a triché, il a dit sur LinkedIn que j'avais des beaux yeux, j'étais obligé après. Et Thomas, donc président de Nickel. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, en fait, 20 ans minimum, hein, si j'exclus Banque Directe, parce que bon, Banque Directe, c'était avant qu'on parle de banque digitale. Sérieusement, une question ouverte à trois. On n'a pas déjà tout dit, là, on n'est pas juste dans l'implémentation et l'exécution. C'est ouvert. De quoi Sur la banque digitale, sur ce que ça apporte de nouveau. Parce qu'on ne serait pas déjà répété un peu. On dit toujours la même chose, non ? Non, mais ça commence tout juste. Ça n'a même pas commené. C'est que le démarrage. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 5 ans si ça commence que maintenant ? Elle a fait plein de choses merveilleuses, mais elle a défriché le terrain. Parlons pas de Nickel, t'es vieux carrément. Pas tellement finalement par rapport à... C'est quoi la date de création ? 7 ans, nous, 2014. Ah, c'est vrai qu'il a vendu vite. Mais typiquement, si tu prends Nickel, je pense qu'on a été très différents justement des premiers qui ont ouvert il y a 20 ans. Et on a apporté 2 choses très innovantes et qui le restent encore aujourd'hui, je pense. C'est d'abord un service vraiment universel, donc la banque pour tous, accepter largement un public très large. Et puis, donc cette ouverture de compte en 5 minutes. Alors pardon, la banque pour tous, excuse-moi, je suis obligé de dire que Ma French Bank fait partie quand même du réseau, la Poste, la Banque Postale, enfin il y a tout un échelon. Pour moi, la banque citoyenne, c'était aussi la banque pour tous. J'avais d'ailleurs l'impression qu'on leur donnait pas le choix, en l'occurrence. Non, mais je pense que si on revient sur qu'est-ce qui a bougé, c'était la première génération, elle a quand même répliqué sur le web ce qui existait dans le monde physique. Ouvrir un compte, c'était toujours aussi compliqué, il fallait envoyer de la paperasse, c'était des allers-retours, mais par contre, tu avais une interface en ligne pour suivre ton compte. Il n'y avait pas de temps réel. Finalement, les produits, ils étaient assez similaires aux produits qu'on retrouvait dans les banques traditionnelles. Deuxième vague, et je pense que Nickel en fait partie, tu es partie des irritants du client. C'est qu'est-ce qui me rend finalement ma relation bancaire complexe et désagréable. Et donc partant de ces irritants, c'est comment j'ouvre mon compte en effet en quelques minutes, et je pense que ça fait partie des innovations majeures, hein. C'est en quelques minutes, avec très peu de pièces nécessaires, j'ouvre un compte. Et on s'est rendu compte, au miracle, que ça ne générait pas obligatoirement ni de désagrément massif pour le client, ni de fraude massif pour la banque en question. Alors tout ça, bien sûr, contrôlé, encadré, parce que je rappelle qu'on est sur un secteur extrêmement régulé pour le bien évidemment, du consommateur et des acteurs financiers. Donc ça, je pense que ça a été une première évolution, et c'est vrai qu'on a été nombreux à s'embarquer dans cette vague-là. Et Ma French Bank, qui est un petit peu le petit pousset, en tout cas, des banques généralistes en digital, eh bien, s'est embarqué, bien évidemment, sur cette logique de j'ouvre un compte très facilement, peu de pièces, avec un réseau physique pour m'accompagner, mais aussi une ouverture 100% digitale. Et j'ai envie de dire, maintenant, on arrive à une nouvelle vague, alors qui embarque d'ailleurs des acteurs qui sont nés bien avant, mais qui simplement, finalement, progressent, sautent le pas, où on travaille sur les produits. Cette fois-ci, c'est plus uniquement les irritants dans le mode de consommation, le mode d'usage, mais ça va être dans les produits et services qu'on arrive à des évolutions. Alors, je pense en particulier à l'assurance, hein, c'est particulièrement flagrant. Je peux prendre une assurance pour mon habitation, mon smartphone, complètement en ligne. Je déclare mon sinistre complètement en ligne. Je n'ai pas d'engagement. Je peux sortir quand je veux. J'ai des logiques de paiement à l'acte. D'ailleurs, le paiement, je pense que c'est aussi un des axes sur lequel il y a eu une révolution majeure. Hein. PayPal, je pense, pourrait en témoigner. Je pense qu'il y a des gens qui pourraient... Voilà, ancien de PayPal pourraient en témoigner. Ou dans la tarification. Je pense aussi à la tarification, des évolutions majeures dans la tarification. Donc, moi, je ne dirais pas du tout qu'on n'a rien inventé dans ces 20 années qui viennent de s'écouler. Et je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit au contraire. Alors, ma question était le contraire. Est-ce qu'on n'a pas déjà tout inventé et qu'est-ce qui reste à faire ? Alors, je vais revenir parce que j'ai plein de questions sur vous deux. Mais comme en fait, on vous connaît déjà un petit peu, parce que j'ai déjà invité Nickel ici et tu t'es déjà invité. Juste, en fait, c'est quoi Finom ? Non, mais court, hein. Allez, je te la fais en très rapide. Finom, c'est une super... Alors non, un service de paiement, parce que tu sais, on n'a plus le droit de dire néobanque, c'est interdit. Je vais me faire taper dessus. La Banque de France est membre, hein, fais gaffe. Pardon ? La Banque de France est membre de l'Axel. Ouais. Enfin, sinon, ça ne serait pas si bien. Et donc, un service à destination des professionnels, principalement indépendants et TPE, et qui leur propose à la fois un compte courant, un service de facturation et de la comptabilité. Et je pense que c'est important pour notre cible, en tout cas, d'être capable de tout faire. Basé où à la base, Finom ? Ça vient de Amsterdam. Amsterdam, et qui veut être un peu partout en Europe. Pan-européen. Déjà 6 pays et puis d'autres à venir.
D'accord. Et donc toi, tu lances pour la France. Moi, je bosse pour la France, exactement. Je reviendrai après dessus, mais comme en fait, je voulais pas. Enfin, c'est difficile de poser des questions à tout le monde en même temps, et c'était un peu bizarre qu'on n'ait pas présenté ce que c'est Finum. Alors, je reviens, et après j'ai plein de questions aussi sur Finum, je te rassure. Mais Alice, vu que tu avais commencé, honnêtement, tu avais eu le plaisir, la gentillesse de m'en parler quand tu as lancé ma French Bank, et c'est vrai qu'à l'époque. Moi, le premier, je t'avais dit, c'est courageux, parce qu'ils existent déjà. Hein. Enfin, je veux dire, il y a une Twenty c'est déjà là. Je suis sûr que dans votre board et avec vos conseils, vous avez regardé tout le use case de Nickel. Finalement, pourquoi se lancer et pas les racheter? À l'époque, ils n'étaient peut-être pas déjà rachetés, je ne sais pas. Maintenant, ça fait combien d'années que tu es lancé? 2 ans. On a fêté nos 2 ans en juillet, fin juillet. Bon, alors, on peut dire où par rapport à tes objectifs et les compteurs, tu vois, Non, je pense en termes de compteurs, on est bon. On est quasiment à 400 000 clients, ma French Bank, en un peu plus de 2 ans. Donc, on est dans l'axe. C'était à peu près dans les purs. Oui, c'est à peu près dans les purs. Après, je ne vous cache pas que la période Covid nous a quand même impacté. Entre finalement les périodes de confinement, les couvre-feux, le fait que les gens ont aussi moins consommé, et tout simplement moins consommé, ça a un impact sur nos business les uns les autres. Je pense qu'il faut l'avouer. Mais globalement, on est dans la trajectoire en termes de volume et on a toujours l'ambition d'atteindre la rentabilité à horizon 2025 et de dépasser largement le million de clients à horizon 2025. Parce que dans tes particularités de néobanque, toi on peut le dire parce que tu es une banque, il y a le fait que tu es payante. C'est pas du tout gratuit comme on le voyait à l'époque, ce qui était aussi courageux, parce que maintenant on commence de plus en plus à le dire, je crois, que tout ne peut pas être gratuit. Mais quand même, à l'époque, c'était pas le seul. Et aussi que tu utilises beaucoup le réseau. Oui, alors ça fait partie des discussions qu'on avait en aparté. Tout ce qui n'est pas payant n'a pas de valeur, et je pense que c'est très important d'être capable de dire le service qu'on vous rend, il a de la valeur, il a une tarification. Alors cette tarification, on l'a évoquée, elle est intéressante pour les clients. On est parti sur cette logique de tout compris. Donc nous, on a un forfait, tout compris. C'est sans engagement, donc j'ouvre un compte, je le ferme si je ne suis pas satisfaite de l'usage que j'en fais, et je peux ouvrir ce compte. C'est combien le prix par mois? C'est 2 € aujourd'hui, ça va passer à 2,90 € là, à partir de début octobre. J'ai une question en fait, un petit peu en aparté, mais on se connaît d'avant. Tu étais chez Orange, tu travaillais entre autres sur des cibles de prépayés, entre autres, et d'autres choses. Comment tu expliques que finalement dans les télécoms, payer 10, 15, 20 €, et encore c'est aujourd'hui, avant c'était 80, on n'est jamais content de payer, mais enfin on paye, et alors que 2,80 €, tu dois presque t'excuser de faire payer 2,80 € un compte bancaire. Non, je pense pas que c'est une mauvaise culture qu'on a en France, c'est quoi? Alors, non, c'est après qu'il y a si vous voulez, je pense que pendant assez longtemps, finalement, on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on payait pour sa banque. C'est-à-dire que de toute façon, tout ça, c'était un peu confus. Je payais ma carte, mais je ne le voyais pas obligatoirement. Je ne regardais pas obligatoirement quels étaient mes frais en fonction des différents usages. Et ça, les gens ont commencé à le découvrir. Et donc, potentiellement, d'ailleurs, ça fait partie des sujets d'exaspération. On parlait des irritants tout à l'heure, ça fait partie des irritants. Petit côté, manque de confiance, peut-être, un petit côté un peu obscur, c'est finalement, je ne sais pas pourquoi je paye, je ne sais pas quand est-ce que je paye. Mon compte passé découvert, je me retrouve avec des frais. Je ne l'avais pas obligatoirement anticipé, je ne l'ai pas obligatoirement contrôlé. Donc, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels, en l'occurrence, les acteurs digitaux sont arrivés et ont innové. C'est, j'affiche un prix, je sais exactement où je vais. Typiquement avec ma French Bank, je ne peux pas avoir de découvert. Mais en revanche, j'ai une ligne de crédit renouvelable. Mais c'est moi qui la gère, c'est moi qui demande ce crédit, c'est moi qui le pilote, c'est moi qui sais quand je rembourse, c'est moi qui sais si je veux plus ou je veux moins. Et je suis finalement acteur moteur de ma dépense. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça correspond d'ailleurs à d'autres univers de consommation. C'est cette capacité finalement des individus à dire, moi je veux maîtriser, je veux savoir ce que je paye, je veux savoir la valeur de ce pourquoi je paye. Donc, en tout cas, nous, on ne s'est jamais dit qu'on rentrerait gratuit. Ça faisait partie des points fondamentaux. On s'est toujours dit réseau physique et digital. Le réseau physique uniquement pour ouvrir un compte. Après, le reste, j'en ai pas besoin après. Nos clients sont autonomes. La grosse partie se gère tout seul, self-care. On a un service client basé à Lille, ce sont nos collaborateurs, ma French Bank, avec des horaires pour accompagner nos clients 8h, 22h, qui sont particulièrement étendus. Ça faisait partie de notre ADN. Tu parlais mais finalement, quand vous êtes arrivé, comment vous êtes positionné sur ce marché. On est parti de finalement la Poste, quel est son ADN. Il y avait la présence territoriale, et pour nous, c'était important d'être présent partout, au contact des Français. Tu parlais tout à l'heure de démocratisation finalement de la banque digitale, de cette capacité d'ouvrir la banque à tous. Et tu disais très justement, mais oui, mais dans la Poste, c'est déjà le cas. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de se dire, si je suis cette logique postale, bien, je suis présent déjà dans le réseau, je suis présent partout sur tout le territoire, y compris dans les DOM. Je suis présent en accompagnement du client et ça faisait partie des choses qu'on devait à nos clients à partir du moment où on était une banque digitale filiale du groupe La Poste.
Tu l'as mentionné aussi, on est établissement de crédit, donc on est une banque à part entière et on l'assume pleinement. On a une offre aujourd'hui qui est vraiment centrée sur la banque au quotidien, avec un peu de crédit, on l'a parlé, le ligne de crédit renouvelable, un peu d'assurance, et on s'appuie sur un partenaire qui est Lovis pour proposer une assurance habitation, une assurance smartphone. Et puis il y a des produits qui vont s'étendre, il y aura des nouveautés à venir sur 2022. L'innovation ne s'est pas arrêtée il y a quelques années. Je vais revenir sur cette question-là, mais juste une dernière, après je referai le tour et ce serait sympa de parler de l'architecture ouverte, entre autres avec Lovis, donc on peut bosser avec plusieurs acteurs tout en adressant un nouveau marché. Tes 400 000 clients, tu les as essentiellement pris à la Banque Postale, des clients qui peut-être allaient partir ou qui peut-être ne seraient pas rentrés, ils venaient à la Poste, mais bon, ils ne signaient pas pour la Banque Postale parce que pas le bon horaire, parce que finalement ils gardaient de la Poste juste l'image du recommandé où ils font la queue et pas forcément d'aller ouvrir le compte, ou tu as vraiment réussi à prendre de nouvelles parts de marché pour le groupe ailleurs? Alors, un des paris du groupe, c'était rajeunir la clientèle et élargir le pool de conquête. Et franchement, ma French Bank répond à ces deux objectifs. Aujourd'hui, quand je regarde ma base de clientèle, on a simplement un tiers de nos clients qui avaient un compte courant à la Banque Postale. Et même quand on regarde ces clients-là, ils l'ont plutôt conservé et ils sont plutôt de meilleurs clients globalement pour le groupe après qu'avant. Donc positif pour les clients qui sont bien équipés. Pour les autres, on est sur des clients qui sont nouvellement venus. Et quand je regarde l'âge médian de ma French Bank, c'est 35 ans. Et on a même aujourd'hui 60% de nos clients qui ont moins de 38 ans. Donc le rajeunissement de la base de clientèle, le rajeunissement d'une clientèle pour le groupe, il est effectif. Donc ça, c'est deux très bonnes nouvelles en l'occurrence pour nous au sein du groupe. Donc c'était une des vocations. Après, la deuxième, et tu l'as un peu évoqué avec cette logique d'architecture ouverte, c'était de dire la vocation de ma French Bank n'est pas de réinventer la Banque Postale dans son intégralité en mode digital. C'était apporter quelque chose de nouveau dans le digital, là où le digital fait vraiment la différence, et en particulier sur la gestion de l'argent au quotidien. Et puis être un distributeur, en l'occurrence pour des produits du groupe, mais aussi des produits hors du groupe, quand le groupe n'a pas vocation à développer ce type de produit. Et ça, c'est le deuxième rôle de ma French Bank. Donc, aller chercher des clients nouveaux, être dans cette logique d'accompagnement différencié et être un canal de distribution additionnel pour le groupe. Alors je reviendrai tout à l'heure vers toi pour te demander un peu plus justement tout ça, finalement c'était le passé, et qu'est-ce qu'on peut encore faire dans l'avenir dans ma French Bank d'un peu nouveau, même encore plus que juste d'intégrer Waouh, j'adore l'offre de Lovis, mais enfin, voilà, il y a peut-être encore d'autres choses. Je me tourne vers toi parce que finalement on vient de citer horaire étendu, réseau de distribution assez pervasif un peu partout, des nouveaux parcours d'enrôlement, c'est nickel quoi. En tout cas sans doute comme point de départ de réflexion aussi à une époque. Nickel a été précurseur, a été beaucoup regardé, a été racheté. Est-ce que déjà, quelques années après, combien de temps déjà que ça a été vendu ? Ça a été BNP Paribas a racheté Nickel en 2017, donc tu vois, ça ferait 4 ans maintenant. 4 ans maintenant, presque plus longtemps, aussi longtemps autonome que pas autonome. Alors on peut d'ailleurs citer que c'est un des seuls cas de néobanques rachetées qui continue à se développer post-vente. Oui, si on regarde ce qu'a fait BBVA avec Simple ou avec nos amis nordiques dont je cherche le nom là à l'instant, mais c'est pas si évident que ça. Vous avez quand même réussi à garder cet ADN. Non, tu vas pas me dire non, alors comment je pourrais poser une question autrement Est-ce que vos clients, est-ce que vous avez vu des attentes ou des choses de vos clients que vous arrivez moins à faire ou au contraire mieux à faire ? Comment tu juges le plus et le moins de ce mariage ? Bon, effectivement, d'abord, ce que tu disais, je pense que c'est très vrai, c'est qu'il y a eu une bonne harmonie entre le grand groupe qui est BNP Paribas et puis la start-up qui était Nickel. Et ça, c'est probablement l'une des raisons d'ailleurs qui a fait que c'est BNP Paribas qui a fait l'opération, parce que les fondateurs ont senti auprès des dirigeants du groupe que Nickel serait maintenu et que l'ADN de Nickel serait maintenu au sein du groupe BNP Paribas. Aujourd'hui, c'est bien le cas et je pense qu'on arrive à profiter du meilleur des deux mondes entre ce grand groupe qui nous apporte beaucoup d'expérience et beaucoup de méthodes dans des tas de domaines, et notamment tout ce qui touche à la gestion du risque opérationnel, à la gestion du risque de blanchiment, au risque juridique, au risque informatique, etc. Enfin, il nous apporte beaucoup de méthodes et de savoir-faire. Il nous aide aussi beaucoup dans le développement international de Nickel, BNP Paribas. Et en même temps, on a gardé une très large autonomie pour tout le développement de notre business et de notre offre. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à conserver le dynamisme de Nickel, même à l'accélérer encore, puisque chaque année qui a passé, depuis les 7 ans qu'on a lancé Nickel, chaque année on a capté plus de nouveaux clients que l'année d'avant, et on est toujours en accélération. C'est combien de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, Nickel, c'est plus de 2 200 000 clients. Et on ouvre plus de 40 000 comptes chaque mois.
Et essentiellement français. Même s'il y a alors, des comptes en à France, l'étranger maintenant. exactement, on vient de se lancer en Espagne depuis le début de l'année, et puis on va se lancer au Portugal et en Belgique au début de l'année prochaine. Mais voilà, en mode donc, local à chaque fois. Hein. à chaque Enfin, fois, contrairement à certaines avec le même... néobanques qui sont toutes en centralisé, il y a quand même des équipes locales où il y a le côté pervasif réseau. Exactement, et on se lance en libre établissement, et non pas en libre prestation de service. Donc, dans chacun des pays où l'on s'implante, ce sont des comptes avec des IBAN locaux. Donc c'est bien un IBAN espagnol en Espagne, ce seront des IBAN portugais et belges dans chacun de ces pays. Voilà, donc on a tout à fait... Ce qui est bien dans un monde européen où les IBAN ont l'air d'avoir un petit problème de reconnaissance par certains acteurs. Ah ouais, exactement. Et surtout, je dirais, Je l'ai dit gentiment, mais enfin, on n'a toujours pas d'Europe de la finance quand même. et surtout quand tu as une vocation universelle, c'est bien de pouvoir offrir un RIB et un IBAN local. Ça aide à l'inclusion de nos clients. Donc voilà, donc on a réussi à continuer à accélérer la dynamique de Nickel, tout en gardant vraiment ce qu'était le modèle au départ. Je vais prendre juste un exemple, mais notre grille tarifaire, et tu le disais Alice justement, c'est un élément très important de la valeur qu'on a apportée. Notre grille tarifaire, elle est restée la même depuis 7 ans. Depuis le lancement, on n'a jamais changé. C'est toujours 20 € par an, un compte Nickel. Et je trouve que c'est quelque chose de très fort. Donc en euro constant, t'as baissé quoi. Oui, exactement, avec l'inflation. Même si elle est faible, mais t'as baissé quand même. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'inflation en ce moment. Mais, donc voilà, non, mais en tout cas, c'est un élément dont on est très fier. Et les valeurs qui ont guidé à la création de Nickel, j'ai parlé de l'universalité, la simplicité, l'utilité et la bienveillance sont des valeurs qu'on a conservées. Et d'ailleurs, dans tous les projets que l'on développe, dans toutes les innovations sur lesquelles on travaille, on passe tous nos projets au filtre de ces 4 valeurs, pour être sûr de rester fidèle à l'idée des fondateurs de Nickel. Fondateurs d'ailleurs qui restent très proches de nous. Tu vois, on va avoir un événement d'entreprise dans 2 semaines et les fondateurs seront encore là. Donc voilà, on est resté très proche d'eux et c'est aussi l'une des cordes de rappel très, très importantes pour nous, d'être fidèles à ce qu'ils ont voulu créer en créant Nickel. Alors, on ne peut pas se cacher, j'en suis le premier content d'ailleurs que c'est un succès de fusion, parce qu'encore une fois, souvent l'insuccès, je ne citerai pas, certains sont aussi membres chez nous, mais des fois ça se plante. Donc là, ça a bien marché, bravo. Mais est-ce qu'à l'époque, on vous connaissait, tout le monde vous regardait de près, parce qu'il y avait des nouvelles innovations, voilà, aller souscrire son compte en banque dans un bar tabac, enfin, ça a fait jaser. Et puis d'autres innovations que vous avez faites. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, à part, ouvrir de nouveaux pays, et puis maintenant je vais faire mon offre pour les jeunes ou pour les promos, voilà. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux segments de clientèle finalement? Est-ce qu'il y a des nouvelles innovations à court ou moyen terme que tu penses vraiment que vous pouvez être à même de l'idée? Ou alors est-ce que maintenant vous êtes plutôt avec beaucoup de clients, BNP ou pas d'ailleurs, mais 2 millions de clients, je dois gérer mes clients, peut-être un peu plus doux sur les innovations? Non, je pense qu'il faut toujours innover, parce que si tu n'innoves plus, tu perds ton marché, parce que le marché lui-même évolue, donc il faut évoluer avec le marché. Notre conviction chez Nickel, c'est qu'il faut d'abord répondre aux besoins de nos clients. C'était un peu ma question. Est-ce que ces clients que tu adresses, cette cible qui finalement n'allait pas naturellement chez BNP, là elle vient chez Nickel, est-ce qu'elle a envie d'innovation permanente ou de la 27e fonction qui permet de voir sur sa carte ce que j'ai payé hier plus rapidement, enfin, est-ce qu'il y a cette demande ou peut-être un peu différente? Comme je disais, notre conviction, c'est que l'innovation, elle doit répondre aux besoins des clients, elle doit être utile à nos clients, elle doit améliorer leur quotidien. Et donc, on est très à l'écoute de ce que nous demandent nos clients. Et du coup, on a une innovation qui peut paraître un peu à rebours par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. On en discutait tout à l'heure. On vient de lancer la possibilité de déposer des chèques sur un compte Nickel. Alors, le chèque, un produit d'avenir, on peut se poser la question. Mais en tout cas, c'était une demande très forte de nos clients. Et donc on l'a fait. Sans doute pour ceux qui l'avaient en compte, peut-être pas principal, qui voulaient vraiment enfin l'avoir en principal pour pouvoir tout faire. On a quand même 60% de nos clients qui revendiquent utiliser leur compte Nickel comme un compte principal. Donc c'est quand même un point très fort. Et effectivement, pour ceux qui reçoivent des chèques, parce qu'ils travaillent dans les services à la personne, dans l'intérim, ou tout simplement parce qu'à Noël, papy ou mamie a fait un chèque, pour l'encaisser, il fallait qu'ils se débrouillent, quoi. Et donc voilà, donc on répond à ce besoin-là. Et c'était un besoin extrêmement fort. Et c'est vrai que ça fait pas hyper sexy comme ça de se dire tiens, on va faire du dépôt de chèque. Mais en tout cas, ça répond à une demande très très forte et à laquelle sur le fil Facebook de Nickel, vous verrez à quel point nos clients attendaient cette nouvelle fonctionnalité. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment notre conviction, ça, c'est que l'innovation doit être tirée par l'utilité et le besoin de nos clients. Et donc, on doit innover parce que ça sert les besoins de nos clients, ça répond à leurs besoins et non pas pour créer le besoin de nos clients. Est-ce qu'il y a des passerelles sur la durée entre des clients Nickel et des clients Hello Bank, BNP?
Non, en tout cas, c'est pas un sujet qu'on a travaillé. La conviction du groupe BNP Paribas, c'est que les propositions de valeur entre BNP Paribas, Hello Bank et Nickel sont extrêmement complémentaires et que chacun de nos clients trouve son intérêt dans chacune de nos offres. Donc il y a assez peu de passerelles aujourd'hui. Bon, pour autant, on réfléchit parce que sans doute qu'il y a des besoins qui seraient mieux servis chez Nickel qu'ailleurs ou réciproquement. Voilà, mais il y a assez peu de... Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet qu'on a énormément travaillé, mais c'est un sujet qu'on commence à regarder avec un peu plus d'attention. Alors, je reviendrai tout à l'heure, de toute façon, encore une fois, sur vous deux. Mais Olivier, je n'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup t'embêter. Alors, quand tu m'as envoyé un petit message LinkedIn, comme je reçois souvent, et n'hésitez pas à continuer, même si des fois mes réponses sont laconiques, tu m'as dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses peut-être aller dans une fintech. Toi qui as l'air de les connaître, c'est une néobanque. Je crois que ma réponse, parce que je suis toujours très très clairvoyant comme garçon, parce que j'ai jamais investi dans Revolut, j'aurais dû. Ma réponse a été, oh non, encore une. En plus, je les connaissais, je les avais oubliés, c'est pas gentil de ma part, parce qu'ils m'avaient contacté quand ils avaient créé. Mais c'est vrai que je commençais à trouver qu'il y en avait beaucoup. Alors finalement, comme tu as franchi le pas et que tu es un garçon plutôt pas trop bête quand même, j'ai vu ton parcours, on se connaît depuis longtemps, qu'est-ce qui t'a finalement fait dire, non, mais c'en a encore une, mais c'est pas pareil? Écoute, d'abord, je suis venu te voir parce que je me suis dit, s'il y a bien quelqu'un qui va me répondre, c'est bien toi. T'as pas été déçu du voyage? J'ai pas été déçu du voyage, mais je me suis posé la même question, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans une néobanque? Pardon, je dis néobanque avec plein de guillemets. Ce n'est pas une néobanque. Ce n'est pas une néobanque. Encore, advertisement, disclaimer. Voilà. Not a néobanque. Qu'est-ce que je vais aller faire dans cette galère, dans le pays de Conto Shine, qui cartonnent, qui sont géniaux et tout ça, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans cette galère? Puis après, quand tu regardes, il y a deux éléments. Un, tu vois que c'est un marché qui reste à prendre, parce que finalement, les parts de marché des acteurs existants restent très très faibles au regard du marché existant. Et puis la deuxième chose, c'est les gens. J'ai rencontré les fondateurs et les trouvé géniaux et j'avais vraiment envie de bosser avec eux. En fait, première discussion qu'on a eue, on avait commencé à bosser et c'était évident qu'on voulait bosser ensemble. C'est vraiment aussi bête que ça. Et depuis, je m'éclate, donc je suis super content. Mais c'est ça, c'est que c'est un marché à prendre. Très honnêtement, nous, on est sur le marché des indépendants et des TPE. T'as un peu de 4 millions en France. Il y a de la place, c'est ce que tu dis, quoi, en fait. C'est pas qu'il y a de la place, c'est que le marché n'a pas du tout basculé. C'est des gens qui sont servis encore par des acteurs très traditionnels, qui les traitent de façon très traditionnelle. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et tu viens de citer deux de tes concurrents qui marchent plutôt pas mal. Qui marchent très bien. Mais il y a de la place pour d'autres, quoi. Mais bien sûr, mais si tu regardes le nombre de clients qui le revendiquent, à deux, tu fais la somme des néobanques B2B, et tu vois qu'on est très 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 loin de parts de marché significatives. Donc il y a encore beaucoup de place sur le marché. Je pense que c'est un marché. C'est pas du tout gratuit chez toi? Ah non, c'est pas du tout gratuit. Ah ouais. De toute façon, les pros, on les aime bien, ils sont habitués à payer. On B2B, donc on a moins de gens qui bossent gratuitement. Tu vois, si les gens payent pas pour Facebook, ils payent pour LinkedIn, tu vois, pour avoir les services un peu bien. Donc, et c'est quoi à peu près la gamme de valeur? Enfin, on évoquait le prix par mois de chacun. Oui, bah, écoute, on a toute une gamme de prix qui va de l'ordre de 8 € jusqu'à plus d'une centaine d'euros pour les corporates, comme on dit. Parce on a quelques clients gros qui viennent chez nous. On ne sait pas comment ils ont atterri chez nous, mais, parce que ce n'est pas notre cible prioritaire. Mais ils sont là. Et en termes d'innovation produit, si on ne parle pas juste distribution, etc., ouais. et cibles, je ne sais pas, tu penses que c'était 2 ou 3 de choses que ferait, alors ça ne veut pas dire que personne d'autre le fait, mais enfin que ferait Finum, qui sont un peu significatifs sur ce marché du pro. Écoute, c'est dans la façon d'aborder, de penser ce dont nos clients ont besoin. Je pense que peu de gens se lèvent le matin en se disant j'ai besoin d'une banque, j'ai besoin d'une facture. Personne ne se dit ça. Moi, je bosse le matin et j'ai besoin d'être payé, quoi. Tu vois, pour être payé et d'être payé dans les temps. Et ça, c'est pas ma banque qui fait que je suis payé dans les temps. Non, mais c'est ça la réalité. Comment on fait pour être payé dans les temps? C'est pas un outil qui dit génial, tu génères ta facture en moins de 10 secondes que tu vas être payé plus vite. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es payé plus rapidement? Particulièrement en France, on est le pays où les retards de paiement sont quand même endémiques. Qu'est-ce qui fait que tu es payé plus rapidement? Qu'est-ce qui fait que tu sais vraiment où tu en es avec les URSSAF, les impôts, etc. Comment tu sais en tant qu'indépendant, toi qui es expert, toi qui es consultant d'ailleurs, voilà, comment tu sais au quotidien, toi tu es un expert comptable, je sais, mais pour ceux qui n'ont pas forcément d'expert comptable, comment ils savent où ils en sont aujourd'hui? Ouais, justement, qu'est-ce que tu apportes pour faire ça? Alors nous, ce qu'on apporte, c'est qu'en offrant un compte courant, la facturation et la partie comptabilité, on a une vision globale, et puis avec l'open banking, on a une vision sur les autres comptes bancaires si nos clients ont d'autres comptes bancaires. Ça nous permet d'avoir une vision sur tout leur flux et d'être capable de leur offrir une vision. On dit, ben voilà, aujourd'hui, tu en es exactement là. Et ça, c'est intéressant. Mais par exemple, j'ai appelé quelqu'un que j'avais rencontré dans une autre boîte pour le dire, qui est expert en recouvrement. Et je lui ai dit, mais c'est quoi les secrets quand tu arrives dans une start-up qui a 1 million, 2 millions dehors pour faire rentrer l'argent? C'est quoi?
Tu sais, Olivier, l'une des premières choses qu'on met en place, c'est avant que la facture soit échue, on envoie un mail au client en disant est-ce qu'il y a un problème sur cette facture, est-ce qu'il n'y a pas une erreur, etc. Parce que la plupart des factures, il y a une erreur. Et le client, il ne va pas dire il y a une erreur sur ta facture. Il va attendre que tu lui réclames l'argent. Il va dire oui, c'est vrai, ça n'a pas été validé par un tel, etc. Comment tu fais ça ? C'est tout bête, mais il y a toute une série de choses à faire que tu apprends malheureusement quand tu te lances en tant qu'indépendant, que tu apprends sur le tas et malheureusement de la manière forte. Faire signer un devis avant de commencer à bosser, tout ça, ça fait que tu vas être payé dans les temps. Oui. Et donc comment on fait ça ? En proposant des devis, en les faisant signer en ligne, en envoyant des rappels avant que la facture soit due au client, en disant attention, cette facture n'est pas payée, celle-là elle a été payée mais seulement partiellement, puisqu'on voit les paiements arriver, donc on peut. Et tu proposes aussi le financement de factures en ligne avec des partenaires par exemple ? Pas encore. Mais c'est des choses dans la roadmap, j'imagine. Bien sûr. Mais tu as plein de choses auxquelles on réfléchit. Mais demain, tu vois, il y a un côté dans la façon, dans ce que je dis à l'équipe produit, c'est pas forcément l'outil le plus efficace. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait un peu ton grand-oncle bienveillant là, qui passe derrière toi au moment où tu es en train de faire ta facture et qui a été dans les affaires toute sa vie et qui dit attends, Laurent, là, ce montant-là, ça représentait 30% de ton chiffre d'affaires annuel. Fais un petit check sur ton client, là. Il est solvable, moi, ou pas ? Mais ça, tu intègres les outils pour ça ? C'est fait partie des choses auxquelles on réfléchit, qu'on regarde, mais en tout cas, c'est partie de genre de services qu'on veut offrir. Et c'est les problématiques que je pose de cette façon-là à l'équipe produit. Et pas dire je veux le produit le plus performant. Contre, tu parlais de comptabilité tout à l'heure, donc tu intègres le module de comptabilité ou c'est la comptabilité complète ? Il n'y a pas de comptable, c'est le module de comptabilité. Voilà, c'est des modules de comptabilité, c'est de l'intégration facile avec d'autres services comptables, des choses comme ça. Le but, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle. Et à la limite, je m'en fous complètement. Donc c'est un peu une vision écosystémique de l'indépendant. Exactement. Moi, je veux que le client sache où il en est. Je m'en fous de comment ça s'appelle. Et alors, une autre question, on vient d'évoquer tout à l'heure avec Thomas le lancement en Espagne. Et dans quel autre pays tu disais ? Portugal et Belgique. Portugal et Belgique. Avec des équipes locales et un développement local. En France, Finum, c'est combien de personnes ? En France, 4 personnes travaillent exclusivement sur la France. Mais je suis le seul. On est 2 en France. D'accord. Mais comme beaucoup de néobanques, c'est pas une tare. Il y a beaucoup de... Alors pardon, pas néobanques, nouveaux services financiers. Mais je veux dire, nos amis, qu'ils soient néobanques ou nouveaux services financiers, il y en a beaucoup qui sont basés dans un pays, puis qui diffusent un peu partout. Je ne citerai pas, mais voilà. Toi qui as bossé aussi dans d'autres boîtes, entre autres PayPal, comment tu vois ce développement ? Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, on a la bonne réglementation ? Parce qu'on a une Europe, on a quand même beaucoup de sous-réglementation. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment faire des gros volumes en étant comme ça, juste... Enfin, il y en a qui arrivent, Revolut y arrive en n'ayant pas des grosses équipes dans chaque pays. Mais c'est une exception ou ça peut être un modèle ? Je sais pas la réponse. Si j'avais la réponse, je serais peut-être pas là, je serais sur une île au chaud en train de siroter des cocktails. Ce que font d'ailleurs les fondateurs de Finum. Ils sont au chaud dans une île pendant qu'on bosse. C'est marrant, il m'avait pas dit. Non, mais la réalité, c'est qu'il faut trouver un mode de fonctionnement qui est bien. Tu parlais tout à l'heure de l'IBAN. On est obligé aujourd'hui d'offrir un IBAN local à tous nos clients parce que sinon, ils ne peuvent pas vivre correctement. C'est trop compliqué. D'ailleurs, on a rejoint le mouvement Accept My IBAN, avec N26 notamment. Vous en pensez quoi, vous en pensez quoi ? Vous êtes un peu défensif sur le sujet ? On est en contact, nous, avec cette initiative, qu'on trouve très bien aussi. Exactement. Non, parce que quand vous allez vous développer à l'étranger, ça vous enquiquine aussi, non ? Oui, ça enquiquine leurs clients. Et puis c'est injuste. Oui, c'est complètement c'est surtout anachronique, quoi. On parle d'Europe tous les matins. Ah, mais complètement. Alors pour ceux qui, théoriquement, tous ceux qui regardent cette émission, ils savent. Enfin, peut-être en un mot. C'est quoi le IBAN problème ? En un mot, aujourd'hui, si tu n'as pas un IBAN local, ça peut être compliqué de se faire payer ou de payer certains services, que ce soit les administrations locales, que ce soit... alors que c'est illégal. Alors que c'est illégal, exactement, alors que c'est illégal. Et c'est très compliqué. Il y a une vraie discrimination à l'IBAN. Il y a une discrimination à l'IBAN et il y a une initiative qui a été lancée, qui s'appelle Accept My IBAN, qui regroupe des services financiers, banques, paiements, etc. Et qui essaie de se battre, qui font un peu de lobbying, qui essaie de se battre pour apporter la visibilité à cette problématique qui touche beaucoup, notamment des petits acteurs locaux. Parce qu'on parle quand même beaucoup d'innovation, etc. Ça fait quand même vieux monde, ça, d'être bloqué sur ces chiffres. Semble-t-il. Et donc toi, j'allais dire les grandes tendances que tu vois, si tu sors 2 secondes de Finum et que tu oublies le cocktail que tu n'as pas avec les fondateurs sur l'île déserte, qu'est-ce que tu vois comme grande tendance sur la banque digitale, les banques digitales ? Restons sur la France, on a un public qui est très français aujourd'hui, donc restons sur la France. C'est quoi pour toi les grandes tendances, les choses qui vont évoluer dans les mois et années à venir, où on peut vraiment attendre des choses ? Ça va être la dernière partie de cette émission qui est encore assez... On a une petite quinzaine de minutes ensemble pour qu'on parle cette fois de la suite. On a parlé du passé, ce que vous avez fait, c'est super, vous êtes formidable. Mais finalement, dans les 5 à 10 ans, si on se projette un peu, alors ça paraît loin, je sais, mais
Vous êtes super expérimenté. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de voir? Alors super, des IBAN qui marchent partout en Europe, ça on accroche. Ça c'est la base. Et puis les gens, tant que tu n'es pas confronté à ça, tu t'en fous complètement de ce problème. Je sais pas, j'en ai une autre. Moi par exemple, on me parle d'IBAN, moi je trouve ça anachronique. Il y a 10 ans, je voyais passer des dossiers qui m'expliquaient que dans pas longtemps, on aurait jumelé le numéro de téléphone et l'IBAN. Il y a d'ailleurs des bases en Pologne qui existent là-dessus. Il y avait des essais en France, on a eu aussi un projet, etc. Ça existe. Il y a Paylib qui fait ça. Oui, mais je parle d'un truc qui deviendrait universel, même si j'adore nos membres Paylib. On peut pas dire aujourd'hui encore que quand j'ai envie d'envoyer de l'argent à quelqu'un, j'ai le réflexe de me dire je peux l'envoyer juste avec un numéro de mobile, même si effectivement il y a des initiatives. Non, mais ça se développe, ça c'est le peer-to-peer, on voit bien que ça se développe. Il y a Bizoom en Espagne, il y a Paylib en France, il y a quelques acteurs. On va y venir. On y vient progressivement. En tout cas, c'est un usage qui se développe avec certitude. Nous, on propose du P2P aussi, alors pas avec l'IBAN derrière, mais si tu reçois un SMS et tu as la capacité, c'est celui qui reçoit, qui remplit son IBAN, c'est quand même beaucoup plus facile que de demander à quelqu'un de t'envoyer son IBAN. Enfin voilà. Mais ça reste un usage marginal. Tu as quand même du virement qui reste majoritaire. Oui, j'ai beau adorer les banques, utiliser beaucoup de services. Je pense que vu que j'en ai monté un paquet, je crois que j'ai 17 IBAN, c'est une plaie de rentrer un IBAN. C'est juste une plaie quand même. Il y a deux choses. Un, il y a quand même un changement sociétal. C'est que le terme entrepreneur a changé en quelques années. Il y a 10 ans, c'était des gens qui avaient fait soit pour ça ou qui étaient un peu marginaux mais smart et qui se lançaient dans un business. Ça a quand même changé. On est passé par la phase, c'est des gens de grandes écoles de commerce qui lancent une start-up parce que c'est cool. Et puis, il y a quand même maintenant de plus en plus de gens qui se lancent en indépendant. Aujourd'hui, c'est devient trop courant pour les gens autour de nous d'avoir leur propre structure, soit autant qu'auto-entrepreneur, soit de SASU, etc. Ça devient super commun. Ça ne l'était pas encore il y a 10 ans. Et donc, les gens amènent avec eux à la fois une fraîcheur et des attentes de consommateurs plutôt que de pros. Et donc ça oblige aussi tous les acteurs du secteur à se mettre au niveau B2C, j'allais dire, dans le B2B. Et là, c'est plus la même chose. C'est plus des gens qui ont appris avec toute la complexité qui était inhérente aux banques en général, mais qui ont l'habitude de services beaucoup plus simples. Donc ça va être une innovation d'un Tu n'es pas encore sur le marché des pros, je crois. Non, nous, on n'est pas sur le marché des pros, et on en parlait aussi tout à l'heure, mais ce que tu évoques, moi, je pense qu'on le vit aussi au niveau du grand public. C'est-à-dire que les gens ont été formatés pendant toute une période à vivre avec un certain nombre de contraintes. Tu parlais de l'IBAN, c'était comme la paperasse quand tu voulais ouvrir un compte, c'était juste la norme. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a une porosité entre les différents univers de consommation et que finalement, tu attends de ta banque qu'elle t'apporte la même simplicité d'usage, la même flexibilité que ce que tu attends de différents acteurs. Et on peut les citer, les acteurs du divertissement, un Netflix, un Amazon. Voilà. Et donc, ces repères-là, ça paraît common sense maintenant de dire que c'est le modèle, c'est la norme et on doit se caler sur ça dans les réponses qu'on apporte aux clients. Mais ça n'était pas aussi évident que ça il y a quelques années. Donc, c'est et les consommateurs qui ont changé et ceux qui opèrent et qui fournissent ces services. Et donc, en effet, dans l'univers bancaire, tu as différents profils qui sont arrivés. Je pense qu'on en est l'exemple, qui n'avaient pas obligatoirement 100% d'un passé bancaire, mais qui apportaient une vision un peu complémentaire. Donc, il y a toujours cette association qui est très utile, de l'expertise du métier, du produit, des services, mais avec aussi une approche qui peut être un peu différente. Et les innovations qu'on va apporter, je pense qu'elles touchent beaucoup à ça. C'est être capable de se dire, je colle et je pars d'un client, de ses irritants ou de ses besoins, et j'essaie de voir comment j'y réponds de la meilleure des façons. Et non pas, je pars du produit et service et je le tords à la marge pour essayer d'arriver à une réponse plus appropriée. Et du coup, tu as des innovations encore majeures, je pense, à la fois dans les produits, mais aussi dans l'usage ou la gestion du compte. On a fait beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui était « j'ouvre un compte, je suis mes dépenses », mais c'est la gestion monétaire. Il reste encore énormément à faire après sur comment je gère mon argent, comment je gère mon épargne, comment je gère finalement mes prêts. Enfin, tout ça, ça reste encore à inventer. Il y a encore énormément de choses. Je vais revenir là-dessus, mais une question, Thomas. Je vois que tu voulais réagir d'abord. Non, mais je souscris pleinement à ce que vient de dire Alice. En fait, tu vois, par rapport, et ce que disait Alice aussi au début d'ailleurs de cette émission, les premières banques que tu citais qui ont investi le marché de la banque en ligne il y a 20 ans, c'était vraiment proposer les services d'une banque, mais à distance. Or, les acteurs qui ont émergé ces dernières années, et donc Nickel et ma French Bank en font partie, les nouveaux acteurs du paiement, je ne sais pas comment on dit, donc pour ne pas dire les néobanques, B2B, c'est la même chose. On va faire BIP à chaque fois qu'on dit voilà. néobanque. Et donc, on a apporté une facilité d'usage qui répond à un besoin. Enfin, on voit bien que les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui, qui se lancent sur le marché du travail ou en tant qu'auto-entrepreneur, etc., n'ont pas les mêmes besoins que papa-maman, quoi, en fait. Donc, et c'est là que nous, on répond. Et le succès, d'ailleurs, que l'on rencontre,
puisqu'on a des fonds de commerce qui se développent très vite, montre bien que le besoin était très fort. Voilà. Juste sur la cible des petits pros, à un moment, il y avait un pro. Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas regardé où t'en étais sur ces offres, excuse-moi. Non, nous non plus, on le fait pas, mais parce que d'autres le font très bien pour l'instant. C'était dans les prévisions. À un moment, quelqu'un de chez vous m'avait dit ça va venir. Mais c'est sûr, je pense qu'il y a un vrai marché, la preuve. Plein d'acteurs qui s'y intéressent, ils le font très bien. Et pour l'instant, nous, on a décidé d'investir d'autres terrains. Ça ne veut pas dire qu'on ne regardera pas un jour, d'autant plus qu'on pense qu'on a quelques cartes à jouer aussi sur ce marché. Tu acceptes les chèques pour les petits pros? Pas encore. Ta carte des cartes à jouer alors. Parce que... Bien sûr. D'autres le font, cela dit. Mais, voilà. Mais en tout cas, en B2C, pour un nouvel acteur comme nous, c'est une vraie innovation. Je crois qu'on est des premiers à le faire, en tout cas, dans cette ampleur-là. Voilà. Et puis, pour revenir sur qu'est-ce qu'on peut imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, après on voit bien qu'il y a des tas d'effets de mode aussi qui peuvent apparaître. Moi, je pense qu'il faut un peu se méfier de ça. Et encore une fois, il faut rester très proche de ce que expriment les clients. Donc nous, la promesse que l'on fait à nos clients, c'est de leur permettre de payer, d'être payés. C'est ce qu'ils nous demandent. Donc on se concentre beaucoup là-dessus. Et puis, petit à petit, on vient sur des terrains de les aider à gérer leur budget. Effectivement, ce que tu disais, Alice, on investit aussi beaucoup ce champ-là, donc leur donner un maximum de visibilité sur leurs opérations, en essayant de faire en sorte que les relevés de compte soient toujours plus simples à comprendre, et puis d'avoir cette approche de aider nos clients à gérer leur budget au quotidien. Voilà. Pour l'instant, on se concentre là-dessus. Alors, moi, j'ai une question. J'ai l'impression, alors, c'est vrai, on aime bien toujours dire que tout va bien, que ça se développe bien, mais il y a quand même un truc qui s'est passé ces dernières années qu'on voit aussi, c'est quand même une multiplication de nouveaux cas de fraude, parce que nouvelles opportunités dit aussi nouveaux risques. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 21 ans, quand on a lancé The Bank, on s'est tapé tous les fraudeurs de la place. Puis après, les gens disent, c'est parce que vous êtes mauvais, mais enfin, toutes les néobanques qui se sont lancées, on se sont tapé la même chose. Alors, sauf que maintenant, c'est le glaive et le bouclier, hein, ça avance, ça progresse, vous savez mieux gérer ça, mais j'en suis sûr. Mais ceci dit, résultat, on se retrouve avec tout un arsenal d'anti-risque, d'anti-fraude, d'AML, etc. Je vous donne un cas qui m'est arrivé ce week-end. Dans une banque que je ne nommerai pas, qui est membre et qui est une banque digitale, j'ai voulu retirer... C'est une banque déjà, on sait. Ouais, avec un agrément bancaire. J'ai voulu retirer un distributeur automatique de billets dans le réseau de la Poste une certaine somme qui était sans doute au-dessus de mon petit plafond. Alors je me suis dit, super, je vais dans l'appli augmenter mon plafond puisque je dépasse. 4 minutes, je crois, parce qu'il m'a forcé à faire un formulaire AML que je n'avais pas fait parce que je ne m'étais pas logué depuis je ne sais pas combien de temps et qu'il fallait que je remplisse combien je gagne, combien mon fils, qui a un compte de 16 ans, gagne. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a rien. Donc j'ai dû faire un nombre d'écrans pour pouvoir enfin tirer ce qui me manquait pour aller au marché. Et voilà. Donc résultat, tu parlais de pain points, d'irritants. Et en même temps, je suis très content qu'on protège mon compte. Tu vois, je ne dis pas non plus, laissez-moi les portes ouvertes. C'est encore arrivé à quelqu'un de notre entourage récemment qui me dit, comme toi, comme tu connais, tu dois savoir ce qu'on doit faire. On m'a pris de l'argent par virement sur mon compte. Ça arrive, la fraude au virement, c'est pas un mythe. Donc on est content qu'on nous protège, mais en même temps, pour nous protéger, ça crée plein d'irritants. Est-ce qu'il y a des chantiers, des choses que vous voyez, ou des startups que vous voyez vous proposer des services qui vous paraissent être demain des innovations intéressantes? Ça fait partie des innovations presque invisibles en fait, qu'on apporte régulièrement. Mais non seulement on te protège toi, mais on protège aussi la société. Parce que quelque part, la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme, c'est pour protéger la société, bien sûr, pas que toi. Mais comment le protéger mieux, j'allais dire, avec moins d'irritants? En tout cas, chez nous, c'est un travail quotidien de faire en sorte qu'on réponde du mieux possible à la réglementation, avec un maximum de précautions et de soins, tout en faisant que ces obligations soient le plus facile et le plus fluide pour nos clients. Voilà, donc c'est là qu'on apporte beaucoup d'innovation. Quelque part, tu vois, on parlait de l'ouverture de compte. Ce sont des innovations qu'on apporte avec des acteurs comme nous, ma French Bank Nickel, parce qu'on a réussi à faire en sorte que toutes les obligations réglementaires soient contenues dans un process qui est extrêmement fluide et qui finisse par une ouverture de compte qui se fait en 5 minutes. C'est là où on a créé l'innovation par rapport aux acteurs traditionnels. Après, ce à quoi tu fais référence, c'est la mise à jour de KYC annuelle, une obligation légale. Donc, toutes les banques passent par là. Le seul point, c'est comment tu la rends la plus facile et la plus rapide pour ton client. La gamifier éventuellement. Et la gamifier, ça fait partie des enjeux et des sujets. Tu as plein de petits sujets. Ça revient à qu'est-ce qu'on va demander. Toi, en tant que consommateur, tu veux que ce soit flexible, agile, simple, rapide. Et nous, en tant qu'institution financière, on veut que ce soit en plus sécurisé
et qu'on évite de faire rentrer une fraude massive. Donc après, c'est comment tu trouves finalement la bonne équation dans tout ça, de manière à faire en sorte que les uns et les autres... Là, pour le coup, il y a un vrai level playing field, parce que aussi bien les petites startups que les gros ont le même problème, et Ouais. on le voit bien, il y a eu des comptes fermés dans plein de petites Et institutions. il y a un sujet de collaboration. Moi, je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels tous les nouveaux acteurs doivent s'entendre, collaborer, échanger ensemble sur les best practices, comment on contrôle Ça mieux, existe, comment... ça se fait un peu Ça se fait un peu, oui. Pour les nouveaux, hein, les anciens, ils l'ont toujours fait. Ça se fait, ça se fait. Tu voulais ajouter un mot là, sur ces sujets d'innovation Non, mais relative à la fraude? complètement. Et moi, j'aimerais sortir un peu de juste la partie pure banque, parce que tu as quand même aussi un autre changement en société. On voit par exemple que maintenant des acteurs du e-commerce se lancent dans la vérification d'identité, la vérification vidéo. Donc, si tu veux, il y a des éléments justement du KYC, KYB, qui rentrent dans d'autres univers. On parlait de porosité tout à l'heure, ça arrive aussi via le e-commerce. Il y a des acteurs qui sont... de plus en plus hors du e-commerce ou autre, hein, quand les GAFA se mettent à faire du paiement ou du bancaire, je pense que ça va être un énorme bouleversement. Et puis la deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, typiquement, ce que tu as eu, c'est pas tant un problème d'AML que la banque qui dit on va attendre qu'il en ait vraiment besoin pour l'emmerder. Pardon, j'avais dit que je dirais pas de gros mots, que je serais gentil, tout ça. Non, mais je t'ai pas cru. Tu vois, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Et ça, malheureusement, c'est pas de l'innovation, hein, c'est un peu anachronique. Voilà, il y a des choses comme ça. Et je pense que moi, c'est plus l'univers, c'est des cas d'usage différents, qui sont plus des cas d'usage qui ne peuvent pas supporter la friction parce que leur vie en dépend, notamment dans les tunnels d'achat, et je pense au e-commerce. Et je pense que ça va donner un bon coup de fouet au secteur. Alors, un autre sujet qu'on a évoqué brièvement avec toi, je voulais avoir votre avis, c'est sur cet écosystème banking. C'est-à-dire que toi, finalement, tu t'adresses à l'indépendant et tu as une vision un peu long terme, peut-être de se dire tout ce qui va aider mon indépendant à bien faire son travail d'indépendant. Alors, tu vas pas faire sa mission de conseil, mais tout le reste, sans être l'expert, mais entre toi et l'expert, voilà, que ce soit la facture, la relance, le financement de la facture, le post-crédit, etc. Ça, c'est pour une cible bien particulière d'indépendant. Est-ce que vous, dans certaines de vos niches de clients, cette vision un petit peu plus écosystème et pas juste service financier? Alors, il y a certaines banques qui me disent moi, je te fais aussi la voiture, pas seulement le crédit, mais je te fais la bagnole, je te fais aussi le téléphone, je te fais. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ou plutôt, déjà, on se concentre sur notre métier, on fait bien la finance et puis chacun fera bien son métier? Ou il y a peut-être un entre-deux d'ailleurs. Moi, je pense qu'il y a un entre-deux. Je pense que tu peux raisonner par univers de service ou univers de besoin. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais pour moi, ce n'est pas révolutionnaire. Tu vas acheter des chaussures dans un magasin de chaussures, il te parle des chaussettes, il te parle de la bombe pour entretenir tes chaussures. Donc, te dire que tu travailles par univers collatéral par rapport à ton produit central, ça a un sens. Et aller encore plus loin, toi, tu parles finalement des assurances, tu remontes dans le voyage, tu peux aider à gérer les problèmes quand tu voyages. Donc, tu vas étendre ton univers de besoins. Ça me semble avoir du sens. Tu parlais sur l'immobilier, c'est très clair. Tu as le prêt immobilier, mais du coup, tu es à l'aide à la recherche du bien, voire à la vente du bien, etc. Mais tu pars d'un univers et tu vas travailler autour. Moi, ce qui me semble compliqué, ça me semble pertinent, il y a des axes sur lesquels il faut travailler, ça me semble plus facile et plus évident dans le domaine du pro, je trouve, dans une suite logique, parce que tu l'as dit, le cœur du besoin, il n'est pas finalement le bancaire, il est l'univers du paiement. Donc tu vas tirer le fil, la compta, le juridique, etc. Au niveau grand public, différents acteurs sont légitimes, et parfois plus légitimes que toi pour adresser une partie de ces besoins. Ce qui me semble, moi, plus complexe et sur lequel, personnellement, je m'interroge, c'est le magasin fourre-tout en bas de ton appli, où tu trouves à boire et à manger. Une espèce de super app, mais qui fera un peu trop tout que pas... Voilà. De supermarché du produit. Le super app, c'est à la mode, comme mot. Ouais, le supermarché un peu moins. Et voilà, sur ça, je m'interroge sur l'efficacité et la pertinence de faire un magasin. Donc, travailler par univers de besoins, je pense qu'il y a vraiment des sujets sur lesquels ça a du sens. Vouloir se dire, j'ai de l'audience, parce que ça revient à ça, j'ai une capacité à vendre des produits et je vais gagner ma vie en touchant des coms, en vendant des produits, je m'interroge sur la pertinence de tout ça. Voilà. Ouais, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Je vois la tentation de certains de développer des super apps un peu sous le modèle de ce qu'on peut voir en Chine, par exemple. Même s'ils souffrent en ce moment en Chine, mais enfin, c'est un autre sujet. Oui. Et puis, on verra bien le succès qu'ils rencontrent avec ces nouveaux services qui sont déployés. Je pense notamment à ceux qui développent toute une offre autour du voyage, etc., à partir d'un compte en banque. Pourquoi pas? En tout cas, notre conviction à nous, c'est que tu peux le faire que quand tu es vraiment le meilleur déjà sur ton cœur de marché. Quand tu es le meilleur dans ta promesse. Nous, notre promesse, c'est de permettre à nos clients d'être payés, de gérer leur budget. Et donc, on veut être déjà les meilleurs dans ce domaine-là et rester les meilleurs. Et ensuite, quand tu développes de nouvelles briques de services, tu peux légitimement étendre, effectivement, le vendeur de chaussures, il vend aussi les produits pour entretenir la chaussure, etc.
Mais à chaque fois que tu développes de nouvelles offres, là aussi, il faut être le meilleur. Et le faire en gardant ton ADN et en gardant ce qui a fait ton succès et ce qui a fait ton audience. Et là où je me méfie, c'est que j'ai l'impression que certains sont un peu dans une fuite en avant pour essayer de monétiser leur base de clients, parce qu'ils ne l'ont pas fait avec le cœur d'offre qui est gratuite, et que donc on cherche à tout prix des services pour rentabiliser le modèle. C'est pas le choix que nous avons fait. D'ailleurs, ma friend joint qui est Nickel, finalement, on est un peu sur le même modèle où nous, on fait payer le service qu'on livre déjà, parce qu'on est confiant dans le fait que c'est un bon service et que ce service a un prix. Donc on n'est pas dans cette espèce de fuite en avant de chercher le nouveau service qui va permettre de rentabiliser l'audience qu'on a créée, quoi. Donc voilà. Alors, j'aurais envie de rebondir sur, mais je ne vais plus avoir le temps parce qu'on m'affiche au prompteur qu'on a fini, mais juste je pense qu'on devra se revoir, mais peut-être avec des retailers et d'autres acteurs, parce que finalement l'autre tendance qu'on voit, c'est du côté par exemple Tesla qui fait son assureur, ou les Amazon & Co qui me financent mon post-crédit, et mon 3 fois sans frais qui n'est plus fait, en tout cas facialement par mon acteur financier, mais directement par le e-commerçant à qui je prends. Ce qui n'est pas complètement nouveau. C'est pas du tout nouveau, c'est même des très vieilles recettes remises au goût du jour. Et tu as avec raison. des succès parfois mitigés. Hein, Tu as raison, vous avez tout à fait raison de le souligner. Ceci dit, qui en ce moment en tout cas attire beaucoup l'œil, on va en parler dans les chroniques dans pas longtemps, le BNPL, ancienne recette mais nouvelle mode quand même, mais nouveau feu. Mais ceci dit, en tout cas avec l'embedded finance que Camille citait en début d'émission, on voit finalement pour ceux qui reposaient sur ces relais pour gagner leurs sous, puisque comme tu le dis, quand on ne se fait pas payer pour le produit de base, il faut gagner de l'argent sur l'assurance, il faut gagner de l'argent sur le crédit. Si ça, vous l'avez plus, parce qu'il par ailleurs, il y en a qui ont besoin de trouver une solution. Quoi qu'il en soit, ça serait un débat trop long pour maintenant. On pourra continuer autour d'un verre tout à l'heure à l'apéro, parce que vous n'avez pas le choix, si vous ne venez pas, je vous cause plus. Donc c'est à 19h. On sera là. J'espère bien, ils n'ont pas le choix en fait. On bouleverse nos agendas, mais on sera là. Donc à tout à l'heure dans le quartier de la Bourse, comme on l'a dit. Et merci beaucoup d'être venu. Je vous laisse dire au revoir quand même. Merci à toi, Laurent. Merci. Merci.